Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres de l'édition. Une semaine après le scrutin législatif, les choses évoluent vite. Après les multiples dénonciations de fraude et de retrait de ses observateurs au niveau de la commission de décentralisation, l'opposition a fait une sortie inattendue ce vendredi pour demander l'annulation des élections législatives du 28 septembre dernier. Sinon, promettent les leaders, ils feront descendre leurs militants dans la rue. Y'en a marre, rétorque le porte-parole de campagne de la mouvance présidentielle. Juste après la conférence de presse de l'opposition, le parti présidentiel s'est aussi exprimé sur le déroulement et la publication des résultats provisoires par la CENI tout en appelant ses militants à garder la sérénité et de ne pas répondre à la provocation. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres de cette édition. Encore une fois, bonsoir. L'opposition dite républicaine était face à la presse ce vendredi pour se prononcer sur le déroulement du scrutin législatif du 28 septembre. Dans une déclaration, elle a encore dénoncé ce qu'elle qualifie de fraude orchestrée par la CENI le pouvoir à son détriment, des cas qui, selon les opposants, s'illustrent à travers les premiers résultats provisoires publiés par la CENI. Ainsi, l'opposition demande un nouveau scrutin pour l'élection des députés à la future Assemblée nationale. Sinon, elle entend reprendre la rue. Fanta Conti. Après la demande de retrait de ses membres au niveau de la commission de centralisation des votes, l'opposition guinéenne est montée au créneau ce vendredi pour dénoncer des cas de fraude massive au scrutin législatif du 28 septembre dernier. Des irrégularités orchestrées selon elle par la CENI en complicité avec les cadres de l'administration publique. En réaction, l'opposition demande l'annulation pure et simple de ces élections. L'opposition républicaine est au regret de constater que le pouvoir et la Commission électorale nationale indépendante persistent à poursuivre leur fuite en avant par la publication de résultats électoraux ne reflétant nullement la vérité des urnes lors du scrutin législatif du 28 septembre 2013. Aussi, l'opposition républicaine a-t-elle décidé d'exiger l'annulation pure et simple de ce scrutin en raison essentiellement de l'importance des fraudes constatées et en raison du caractère totalement partial de ce scrutin. Si cette requête n'est pas prise en compte, l'opposition menace de reprendre les manifestations de rue. L'opposition républicaine n'exclut pas, au cas où sa demande d'annulation ne serait pas prise en compte, de recourir à toute forme légale de protestation, y compris les manifestations sur les places et les voies publiques sur toute l'étendue du territoire national. Au cours de cette conférence de presse, chacun des leaders présents a énuméré les torts qu'aurait subi son parti dans son fief électoral. Au lieu de faire un candidat qui aussi était en pole position, où on a annulé aujourd'hui pratiquement 100 bureaux de vote sur 424. C'est avant le scrutin que tout a été organisé. Il y a eu des omissions massives d'électeurs qui se sont fait régulièrement enrôler et qui n'ont pas retrouvé leur nom sur le fichier. Le cas de Kerouani, de Kouroussa, ma propre famille aurait voté 1. Et ici à Matoto, ma famille et toute mon équipe 23 sur le numéro de famille 2030, il n'y a eu que 2 votes. Cette sortie fracassante de l'opposition intervient alors que les Guinéens attendent impatiemment de connaître les résultats du scrutin législatif. Les chiffres partiels donnés par la CENI donnent l'avantage au RPG Arc-en-Ciel dans 4 des 5 circonscriptions de l'intérieur déjà annoncées. La mouvance présidentielle crie également à la fraude et plusieurs anomalies de nature à influencer sa victoire dans certaines circonscriptions. Contrairement à ses adversaires, le RPG Arc-en-Ciel entend faire recours à travers les voies légales. Face à la presse, ce vendredi, le parti au pouvoir prévient l'opposition, affirmant que l'heure des intimidations est révolue. Manian Kondé.
Il y en a marre contre les déclarations de guerre de l'opposition. C'est ce qu'a affirmé ce vendredi le porte-parole du RPG Arc-en-Ciel lors d'un point de presse organisé par le parti. Moustapha Naïté s'est dit indigné par la psychose créée au sein de la population par l'opposition. S'il y a lenteur dans la proclamation des résultats au niveau de la CENI, cette lenteur est due d'une part d'une réclamation de l'opposition, du respect exigé de l'opposition des accords du 3 juillet. Le 28 septembre, comme l'a dit tout à l'heure M. Kiridi Bangoura, les Guinéens sont partis voter ce jour et nous devons respecter ce choix des Guinéens. Nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités, de donner la sécurité à la population guinéenne. C'est cette sécurité qui est menacée aujourd'hui par des déclarations de va-t-en-guerre de monsieur le porte-parole, M. Sidya Touré, qui dit c'est un casus belli. Un casus belli veut dire de façon littérale déclaration de guerre. Ce n'est plus acceptable. Tout comme l'opposition, le parti présidentiel crie également à la fraude et à des anomalies pouvant affecter sa victoire dans plusieurs circonscriptions. Nous avons commencé à enregistrer de façon officielle les premiers résultats. Nous voulons partager avec vous quelques constats. Nous prenons par exemple la circonscription électorale de Bofa, où nous avons été victimes de fraude et de falsification de procès-verbaux. Il y a l'exemple de la commune de Matam, où les quartiers de Hermakono et de la Carrière ont enregistré massivement une opération de bourrage d'urnes. Considérant que les anomalies constatées dans ces élections ne profitent à aucun parti, Kiridi Bangoura appelle les leaders de l'opposition au respect du code électoral et des accords du 3 juillet dernier. Dans tous ces cas, nous avons choisi de privilégier la voie légale et la voie de la paix. Nous appelons tous les Guinéens et nous en appelons aux dirigeants politiques pour dire que le temps des menaces est terminé. Il s'agit de quoi aujourd'hui? Que chacun de nous lise le code électoral, que chacun de nous utilise les institutions républicaines pour défendre son droit. A souligné que le facilitateur des Nations Unies dans la crise politique guinéenne est de nouveau à Conakry pour une fois encore essayer de faire revenir les uns et les autres aux meilleurs sentiments. Les Guinéens ne semblent pas surpris d'être confrontés à une nouvelle crise politique. Depuis la tenue du scrutin du 28 septembre dernier, les activités commerciales sont au ralenti. Plusieurs boutiques et magasins sont fermés depuis une semaine. Le GOA, groupe organisé des hommes d'affaires chargé de la promotion et de la protection des droits des opérateurs économiques, pointe du doigt les exactions dont sont victimes les commerçants pendant les manifestations politiques. Avec donc les nouvelles menaces de l'opposition d'organiser des manifestations de rue, le GOA plaide pour la sécurité des commerçants et de leurs biens. Mfali Gilavogui. Le commerce, depuis quelques jours, tourne au ralenti à Conakry ainsi que dans certaines préfectures. Et pour cause, les marchands et commerçants craignent pour leur sécurité. Ils préfèrent fermer leurs boutiques aux grandes dames des consommateurs. Le président du GOA, groupe organisé des hommes d'affaires, décline toute responsabilité. Il pointe du doigt les actes de vandalisme dont les commerçants sont souvent victimes pendant les manifestations politiques. Il y a eu beaucoup de violence pendant la campagne, surtout les derniers jours de campagne, aux alentours du marché de Taouya. Le marché était nettement menacé. C'est ce qui a fait qu'ils ont fermé boutiques et magasins, selon les informations que je détiens en ce moment. Les gens ont pris l'habitude, même après les matchs de football, s'ils sont trop contents, ils attaquent les opérateurs économiques. Après, s'ils sont fâchés aussi, ils attaquent les opérateurs économiques. Quand il y a des événements politiques, ils attaquent les biens des opérateurs économiques et les opérateurs économiques. Vous voyez, c'est ce qui fait que les opérateurs sont hésitants. Et ça, c'est des décisions personnelles qu'ils ont prises. Ce n'est pas une personne ou une organisation qui les a dit de faire ça. Le président du GOA appelle les Guinéens à préserver la paix et l'unité nationale. À la question de savoir si l'organe de promotion et de protection des droits des commerçants peut trouver une solution en vue de la reprise des activités commerciales, Mohamed Abdallah répond. Nous, on ne peut pas prendre certaines responsabilités à certains niveaux. On va attendre. Tous les opérateurs attendent les résultats près de la CENI. Ça, la paix, la sécurité, la justice, la démocratie et la bonne gouvernance, il ne faut pas attendre à des investissements sérieux dans un pays. C'est pourquoi nous disons à tous les citoyens de se donner la main pour protéger les commerçants et de leurs biens. En attendant, les activités commerciales sont paralysées à travers le pays. Une situation qui interpelle les décideurs qui ont l'obligation d'assurer la sécurité des opérateurs économiques et de faire respecter les droits des consommateurs.
À propos du ralentissement des activités économiques et la fermeture de plusieurs boutiques et magasins, nous vous proposons les réactions de certains commerçants visiblement très inquiets. Des propos recueillis par Mfali Guilavogui. Souvent, quand il y a un petit mouvement, les gens attaquent le commerçant. On attend le résultat, après, on va continuer à travailler. On est trop de victimes, nous, les commerçants. Donc c'est pour cela qu'on n'a jamais été dédommagé. Au fond de promesses seulement, nos dirigeants nous disent bon, patientez. Maintenant, on ne va pas laisser faire. C'est pour cela qu'on reste calme, on ferme, on reste à la maison jusqu'à ce que le résultat sorte. Ça ne joue pas sur votre économie? Bon, ça va jouer un peu, mais on préfère ça au lieu de tomber. Depuis le dimanche là, passé, ça a levé mon marchandise d'abord. Ça a levé ça d'abord. Si je commence de travailler, je vais envoyer les marchandises. On attend le résultat, c'est pour cela qu'on a fermé quoi. Ça ne joue pas sur vos recettes? Ça joue parce que ça fait une semaine, on n'a pas revendu. Quand même, on débrouille un peu, on ouvre ici d'une portail pour avoir des dépenses chaque jour. C'est pour cela, ça fait une semaine, on n'a pas revendu. S'il y a la sécurité, on ne ferme pas ici. Où vous avez envoyé vos marchandises? C'est nous-mêmes. Vous l'avez compris, les commerçants craignent d'éventuelles violences, tout comme beaucoup de Guinéens, après la publication, bien sûr, des résultats provisoires des élections législatives du 28 septembre dernier. Malgré tout, le PAG, patronat de Guinée, se disant conscient de la situation, invite les commerçants à soulager les populations en cette période difficile pour tout le monde. Mamadi Kamisoko. Depuis les élections législatives du 28 septembre dernier, les activités économiques ne fonctionnent presque pas à Conakry. Seuls des marchands ambulants sont dans les rues. Par contre, tous les grands magasins sont fermés. Dans l'attente des résultats des élections législatives, les commerçants ont la peur au ventre. Pour briser cette barrière, le PAG, patronat de Guinée, invite les acteurs de la corporation à tenir compte du besoin de la population par la reprise des activités commerciales. Les commerçants doivent se retenir de fermer leur propre boutique pour créer de la psychose. En fermant leur boutique, ils créent un sentiment de frustration pour le client quotidien. Il faut que les commerçants comprennent que fermer les boutiques, c'est affamer sa propre clientèle. Mais à qui le mal? C'est aux commerçants le mal. Et enfin, les populations vont commencer à trouver d'autres alternatives. Les opérateurs économiques guinéens espèrent un lendemain meilleur après l'installation de l'Assemblée nationale. Ils caressent surtout le rêve de voir le climat des affaires s'améliorer davantage dans le pays. Les enjeux des législatifs, non seulement ça nous permet d'avoir une forte crédibilité pour notre nation, mais aussi pour le secteur privé, ça nous permet enfin de faire décoller notre pays. C'est une émergence économique pour notre pays. Et tout le monde doit savoir que le secteur privé, il est profitable pour toute la nation. Il n'est pas là seulement pour les politiques. Le secteur privé, il est là pour le développement quotidien de la population guinéenne. Et je pense que si nous avons pu dépasser ce cap pour en arriver à enfin organiser les élections législatives, pour nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous sommes les plus satisfaits. Le PAG s'est aussi félicité de la mobilisation des Guinéens à voter lors du scrutin et a lancé un appel au calme et à l'esprit citoyen aux acteurs concernés. Certains établissements prennent des dispositions pour améliorer la qualité de l'enseignement dans leurs écoles. C'est le cas du groupe scolaire privé Kabassan, son fondateur, dans le souci de renforcer la capacité des élèves pour une maîtrise parfaite des TIC, technologie de l'information et de la communication, a procédé ce vendredi à l'inauguration d'une salle informatique qui sera mise à la disposition des élèves du dit établissement pour la prochaine année scolaire. Reportage Omar Sow. Créé depuis 2001, à l'époque avec une seule salle de classe, le groupe scolaire privé Kabassan, 6 en Ongo dans la commune de Ratoma, est composé de nos jours de 12 salles de classe, du primaire au collège en passant par le lycée. Avec une capacité de réception de 30 élèves par salle, le groupe scolaire Kabassan, avec pour slogan effort, rigueur, réussite, a mis à la disposition des élèves une salle d'informatique, composée d'une vingtaine de machines, toutes avec la connexion à haut débit. Vu l'image de tout ça, le fondateur, M. Seydou Kabassan Keïta, qui est parvenu, n'est-ce pas, à toucher au bout du doigt, en créant un centre cybernétique, qui est le centre que vous avez vu, qui est doté d'un Internet à haut débit, et avec une tête, disons 20 têtes de machines. Alors vraiment, nous sommes ravis, et ça c'est uniquement au niveau des enfants.
les professeurs, les encadreurs, etc., etc. Pourquoi pas les hommes d'ailleurs? Le coordinateur du dit établissement, eu égard à la nécessité de cet outil informatique, lance un appel aux parents d'élèves. Je dirais aux parents d'élèves, comme ils n'ont pas chaque année, ils ont eu toujours vraiment la confiance à nous confier ces enfants. Et cette année, avec le concours de Michel le fondateur, il a doté les ordinateurs pour que les enfants là aient aussi une formation de plus. Je dirais aux parents d'élèves de nous porter encore la même confiance et nous envoyer les enfants. Cette initiative du fondateur de cet établissement vient renforcer l'épanouissement de l'école guinéenne. Un Malgache, un Français et un Italien ont été lynchés jeudi par une foule en colère à Nosibé, c'est à Madagascar. Sans preuve, les 3 hommes ont été accusés d'avoir tué un enfant de 8 ans. Ils sont aussi soupçonnés de se livrer au trafic d'organes. Suivez. L'armée patrouille entre les restes des barrages enflammés pour maintenir le calme. Durant 2 jours, une partie des habitants de l'île de Nosibé à Madagascar s'est livrée à une chasse à l'homme. Sébastien et Roberto, un Français et un Franco-Italien, ont été lynchés puis brûlés sur la plage hier matin. Un touriste a tout vu depuis son hôtel. Vers 6h30, il y a eu beaucoup de bruit, de manifestation. Et je suis allé à la barricade et il y avait un mec en train de se faire lyncher. Un coup de pierre, un coup de bâton, un coup de poing, un coup de pied. Ils ont ramené un 2e corps après, qu'ils avaient dû, je pense, déjà assommer avant. Ils l'ont posé à côté de l'autre, ils sont mis des pneus et c'était des branches de palmier. J'étais à l'hôtel, on ne pouvait plus sortir, là c'était fermé, c'était barricadé. On a attendu que l'armée arrive le lendemain. Et toute la journée, le corps est resté sur la plage, quoi. Les deux corps. Et là, c'est assez odieux. Plus tard dans la journée, un 3e homme, un Malgache, a lui aussi été tué et brûlé. La foule soupçonnait les 3 hommes d'être impliqués dans la mort de ce jeune enfant. La rumeur populaire évoquait même un réseau de trafic d'organes, mais rien ne semble étayer cette accusation. Ce ne sont pas les premiers lynchages à Nosibé cette année. C'est pourtant une station balnéaire très fréquentée à Madagascar. Le Quai d'Orsay invite les Français sur l'île à rester vigilants et à éviter de sortir à la nuit tombée. Au même moment, la presse européenne est très irritée. Au lendemain du drame de Lampedusa en Italie, la Repubblica parle de massacre de la honte et la Stampa évoque l'équatombe de Lampedusa. En France, Le Monde titre sur l'indifférence coupable de l'Europe. Il faut le rappeler, le bilan du naufrage est très lourd, au moins 300 morts. Reportage. Depuis hier, les avions et hélicoptères des secours continuent leur balais incessant entre l'épave du navire et les côtes siciliennes. Leur mission, tenter de détecter les derniers éventuels survivants, même si pour la plupart, ils ne ramènent que des cadavres au port de Lampedusa. Certains seraient encore encastrés à l'intérieur du bateau, une tragédie dont on connaît un peu mieux l'origine. Ils n'avaient rien pour annoncer leur arrivée sur les côtes de Lampedusa, donc ils ont mis le feu à un tapis imbibé d'essence pour faire un signal. Et cela a provoqué l'incendie. Il y a eu un mouvement de panique à bord qui a fait brutalement pencher le navire d'un côté et provoquer son naufrage. Pendant ce temps, la vie a repris son cours au port de Lampedusa, enfin presque. En témoignent ces corbillards fraîchement débarqués du ferry ou ces camions transportant les cercueils. Devant le regard ébahi de ces nouveaux migrants, des réfugiés syriens. La plupart des corps ont été rassemblés ici, dans ce hangar, les rares survivants aussi, dans un centre d'accueil dépassé par les événements. Les survivants disent être vraiment secoués et que tout ce qu'ils cherchent, c'est une vie meilleure. Le centre peut normalement accueillir 700 à 800 personnes, donc à l'heure actuelle, il est légèrement en surcapacité. En attendant une vie meilleure, les autorités italiennes ont promis d'offrir une mort digne pour les victimes. Des cimetières seront aménagés pour recevoir chaque cercueil. Rome a décrété vendredi deuil national, les drapeaux sont en berne et une minute de silence a été observée dans toutes les écoles. Un État qui ne protège pas ses frontières n'est pas un État. L'Europe doit protéger la vie de ses citoyens. Elle doit aussi protéger de la mort ceux qui tentent de passer ses frontières. Lampedusa est désormais le symbole d'une Europe impuissante face au drame des migrants. Vous le savez sans doute, le Qatar a été désigné pour organiser le Mondial 2022. Depuis ce choix, la FIFA est sous l'effet des critiques. L'instance supérieure du football mondial sort de sa réserve et s'explique pour mettre fin aux polémiques. Suivez. Hiver ou été, quand se jouera la Coupe du Monde 2022 ? Le mieux, c'est de ne pas décider, du moins pour l'instant.
Le président de la FIFA opte pour la concertation. Il annonce aujourd'hui une grande consultation de toutes les parties. D'un côté, les joueurs, les ligues et les fédérations qui craignent un chamboulement du calendrier. De l'autre, les partenaires économiques. Et pour le résultat, il faudra attendre. On va d'abord jouer la Coupe du Monde de 2014 tranquillement, plus ou moins, mais tranquillement au Brésil. Et puis ensuite, on aura les résultats de cette consultation. Et à ce moment-là, on pourra dire quelle est la période la meilleure pour jouer la Coupe du Monde. Autre point abordé, l'épineuse question du droit du travail. Depuis plusieurs jours, les révélations s'accumulent sur la condition des ouvriers étrangers au Qatar. La plupart œuvrent sur des chantiers liés à la Coupe du Monde. Selon un quotidien britannique, des dizaines d'entre eux seraient morts d'épuisement, de chaleur. Le Qatar récuse toute accusation d'esclavage. Sepp Blatter, lui, se déclare touché, mais assure ne pouvoir s'ingérer dans la loi qatari et va même plus loin. Avant tout, la responsabilité, ce sont les droits de travail, mais aussi une responsabilité des entreprises qui travaillent là-bas. Et il y a beaucoup d'entreprises européennes qui travaillent là. Et c'est aussi ces entreprises qui, elles sont responsables de la condition des ouvriers. Et ce n'est pas la responsabilité première de la FIFA. Ce matin, une quarantaine de syndicalistes manifestaient devant le siège de la FIFA pour lui adresser un carton rouge. Selon la Confédération internationale des syndicats, à ce rythme-là, le Mondial 2022 pourrait coûter la vie à 4000 travailleurs. Ainsi prend fin ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d'autres sur notre site web www.groupeevasionguinee.info. Encore une fois, bonsoir.